Salut à vous, mon tentacule. Aujourd'hui, on va parler de vieillerie. C'est pas des grands anciens, mais c'était quand même vendu en francs à l'époque, donc c'est pas vraiment du neuf-neuf. On va commencer par la trilogie de Freeport que j'ai récupérée du grenier parental le week-end dernier, du livre du verre qui a vraiment très bien vieilli, qui est toujours aussi bien construit, qui est très bien. Et puis on va finir sur Loa parce que Neve j'aime ça et Loa c'est quand même une des campagnes les plus sympatoches aussi bien par son thème que par son histoire et puis surtout par la possibilité de récupérer pour en faire quelque chose aujourd'hui dans la cinquième édition. Donc hop c'est parti mon kiki. Tapin, la trilogie de Freeport. Alors à l'époque c'était par Green Ronin Publishing, Publishing, traduit par Cyrose, la Cyrose Dream Team. C'était pour le moteur R20, donc DD3, Pathfinder et autres. Et puis voilà, je vous laisse apprécier les dessins. Hop, le tome 1, Mort à Freeport. Le tome 2, Terreur à Freeport, oui, vous savez lire. Et le tome 3, vous savez toujours lire, Démence à Freeport. Alors, on notera que ça va de niveau 1 à 6. Et c'est un des intérêts de cette campagne. Effectivement, en scénar, c'est pas, voilà, c'est de la mini-campagne, ça prend pas 3 ans à jouer. Après, ça peut vous tenir quand même pas mal de séances de jeu. Et l'intérêt, c'est que, en fait, c'est assez subtil, la trilogie de Freeport. C'est pas non plus de Triport trilogie, n'importe quoi. C'est pas non plus le truc le plus politique ou embrouille, mais ça arrive à être un bon mélange avec un peu d'enquête, un peu de donjonesque, et puis un petit peu d'épicness quand même, parce que à la fin, bon, tu sauves Freeport, tu empêches le retour dans ces gros dangers de l'ancien temps. Enfin, c'est assez prenant. Qui plus est, il y a de la présence de monstres dedans qui sont bien faits, qui sont pas du tout débiles, qui sont pas manichéens. Et donc là-dessus, c'est plutôt intéressant, Freeport. Donc moi, je l'avais fait jouer en tant que MJ. Nous, on avait vraiment bien aimé. Ça fait partie en plus des scénars que j'ai pas trop bidouillé la fin, parce que pour une fois, j'aimais bien la fin d'un scénar. Et puis l'intérêt, c'est que ça avait un côté, enfin, je le ressors parce que ça avait un côté très Sword of Sorcery. Voilà, c'est un truc qui est très reprenable pour par exemple du Barbarian of Lemuria, au sens, il y a de la magie, mais c'est pas vos joueurs qui vont devenir surpuissants, surbardés d'objets magiques. La grosse magie, elle est surtout dans le camp des méchants qu'il faut arrêter. Et puis voilà, puis ça se passe à Freeport, une petite ville maritime. Enfin, c'est voilà, hein, c'est le port libre, ça se situe sur une île, l'archipel du Serpent. Et puis voilà, d'ailleurs, le serpent, c'est très important hein, dans cette histoire. Et au niveau de cette trilogie, ce qui était bien, c'est qu'il y avait quand même pas mal de petites aides de jeu, bon, des pré-tirés dans le premier tome. Mais ouais, il y avait vraiment les petits trucs photocopiables donnables. Putain, apprends à parler moi-même. Donnables aux joueurs, les petits dessins sympathiques, les bonnes petites cartes pour que le MJ soit pas perdu. Les petits encarts noirs qui te remettaient bien les choses importantes sur les yeux, les petits encarts blancs que tu pouvais soit lire, soit photocopier pour tes joueurs. Enfin, c'était vraiment voilà, un bon équilibre. On évite complètement le côté gros bill avec cette histoire. Bon, j'avoue, l'enquête, c'est pas non plus voilà, on n'est pas dans Sherlock Holmes jeu d'enquête. Mais par exemple, des joueurs finaux vont vite se dire ah, mais en fait, ça doit être lui le grand méchant. Et puis ils vont vite se rendre compte aussi que t'accuses pas des personnages publics puissants et influents comme ça sans preuve, sans finir la corde au cou, voilà, au milieu de la ville. Si ce n'est bêtement assassiné parce que t'as trop ouvert ta bouche. Donc, quelque part, ça apprend quand même un petit peu d'enquête subtile aux joueurs. Et puis, ça n'est pas à Cops, il faut absolument réunir des super grosses preuves, machin. On n'est pas dans, c'est pas Berlin. Mais il y a quand même, voilà, il y a un peu plus de finesse que ce à quoi on était habitué un peu à l'époque. Et l'épicness vient pas mal aussi des choix et puis du côté qu'est-ce qu'il y a en face et non pas seulement du ouais, on devient niveau 15 et puis on va aller boule de feu tout un camp de démons. Donc voilà, du bon scénar qui a bien vieilli. Je l'ai pas refait jouer, hein, je me suis juste amusé à le refeuilleter. Et ouais, je trouve qu'il a bien vieilli et qu'il était bien équilibré et que c'était de la bonne petite aventure sympathique qui évitait à la fois certains gros clichés de l'époque qui survivent encore aujourd'hui,
avec un petit côté enquête sympa, avec un petit côté intrigue et mystère sympathique, tout en donnant bien voilà, des lieux à visiter et des monstres à poutrer pour tous les amateurs de dungeon crawling. Et puis voilà, des fois c'était du dungeon crawling un peu habillé, quoi. Il n'y a pas que du donjon à explorer. Ça, c'était pour Freeport. Ouais, j'essaie de faire vite parce que c'est une petite revue sympathique et j'ai peur de trop m'étendre sur l'OA. Le livre du verre, pareil, ça a très bien vieilli. Donc si je dis pas de bêtises, c'était pour la première édition, en tout cas la première qu'on a eue chez nous en France, c'était à 135 balles. Et en fait, c'était bien construit parce que le verre, c'est le gros antagoniste hein, quand tu joues à Garou, et que c'était pas un livre tout bébête avec juste du cheatage et du gros pouvoir. Il est bien équilibré. T'as une petite intro sur le verre et puis tout ça, mais surtout on arrive, ça va jusqu'à la page 12. Hein. Après, dès la page 13, on est sur les danseurs de la spirale noire, c'est-à-dire cette tribu de garous voilà, qui a déserté les rangs de Gaïa pour avoir un nouveau maître, et qui sont un peu les antagonistes garouesques les plus frontaux auxquels peuvent être confrontés vos garous, puis quelque part, voilà, c'est la tribu garou qui a trahi, donc qui sont bien développés et qui sont présentés comme les crocs du verre. En chapitre 2, on a Pyntex International, les anneaux du verre. Donc Pyntex, pour ceux qui ne savent pas, c'est la grosse entreprise de gros méchants pourris avec des humains, mais pas que, qui est en fait la multinationale au service du verre, des méchants pollueurs, et puis voilà, qui n'aime pas du tout Gaïa. Et puis du coup, ils étaient quand même bien développés, hein, ça va de la page 29 à la page 52. Et du coup, nous, on était tout contents à l'époque d'avoir quelque chose sur Pyntex, et puis un peu ses filiales, et puis ses procédés. Donc c'était très bien. En chapitre 3 et 4, alors en fait, on est sur le verre, et puis Malphéas, l'antre du verre, au fin fond de l'Umbra. Donc ça allait de la page, ouais, où je vais avoir besoin de lunettes, moi, 53 à 76, et ça nous est à la fois un bon... parce que ouais, à l'époque, c'était quand même, voilà, le verre, on avait juste les infos du verre dans le livre de base. Et puis du coup, c'était quand même le grand antagoniste cosmique. Tu vas pas spécialement taper dessus, sinon tu vas avoir des problèmes. Mais voilà, ça faisait du background et de l'épaisseur au vert, et c'était tout beau, bien utile. Et enfin, en chapitre 5, la progéniture du verre, où là, il y a un peu à boire et à manger, en fait, c'est un peu tout ce qui reste en opposition qui est pas détaillé. Enfin, ça va du Fort Mori au colère noire. Enfin, il y a de la grosse bestiole et de la petite bestiole, puis il te rajoute aussi les petits fétiches spécial corrompus. Donc voilà, livre du verre en plus sur Loup-garou qui a des fois un peu une réputation d'être une gamme de bourrin, c'était quand même beaucoup plus subtil que ce que ça en avait l'air. Ça donnait vraiment en fait une boîte à outils d'avoir plein de choses pour faire l'adversité, et puis le verre c'est pas que les spirales noires surpuissants qui vont vous défoncer la tête, il y avait tout le côté les magouilles de Pyntex, il y avait tout le côté aussi on donnait du fond cosmogonique de c'est quoi le verre, en quoi il a déraillé, voilà, on avait déjà le côté le ver, certes, c'est le méchant, surtout du point de vue des garous, mais voilà, le ver aurait pas pété les plombs si le tisserand avait pas pété les plombs. Toutes ces petites choses qui rendaient le ver un peu plus profond et plus intéressant. Et puis effectivement, à la fin, à boire, à manger, c'est un peu un bestiaire, mais c'est pareil, même là, il est pas bêtement fait. T'as pas une liste de caracs de monstres à aller viander. À chaque fois, t'as un petit peu de profondeur sur les bestioles. Donc, un livre et un ouvrage pour une gamme qui est souvent moins appréciée que ses grands frères, ou que voilà, que Vampire et Mage sont quand même plus la cote, en tout cas sont plus souvent joués dans les roulistes que je connais. Et j'ai toujours eu quand même une bonne, voilà, moi j'ai toujours bien aimé Garou, j'avais bien aimé y jouer. J'ai été joueur, hein. Ça, le livre du verre, j'ai réussi à remettre la main dessus récemment. Garou, j'avais jamais été MJ, j'avais été joueur. Et voilà, quand on avait arrêté de jouer, le MJ m'avait laissé tripatouiller les suppléments. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que j'ai remis le nez dedans, alors que ouais, je l'avais pas touché depuis 20 ans. Et je me suis quand même bien dit, voilà, c'était bien fait. Donc, le livre du verre, très bien fait. D'ailleurs, j'étais allé voir sur le grog la semaine dernière. Enfin, il me semble aussi que les avis étaient assez sympas sur il est bien fait et puis il a bien vieilli. Et je suis bien d'accord qu'il est bien fait, il a bien vieilli. Moi, il fait vraiment partie des indispensables que j'essaye de foutre la main dessus pour avoir le top de c'est quoi, enfin, les outils primordiaux pour jouer à Garou. Et ouais, j'avoue que enfin, le livre du verre, il était dedans. Le supplément sur l'Umbra de la dernière peut être vraiment sympa.
avoir une édition qui passe bien de Garou. Moi j'aime bien le troisième, ça c'est les goûts et les couleurs. Et puis j'aime bien aussi bon, j'arrête de raconter ma vie, mais le manuel des joueurs de la seconde, je le trouve bien fait aussi. Enfin, bon, on s'en moque, voilà. Le livre du verre, il a très bien vieilli et c'est un vrai plaisir de se remettre dedans. Et il a bien vieilli aussi bien dans son fond, dans son écriture, que dans son équilibrage en tant que boîte à outils pour MJ. Parce que ouais, en quasi 100 pages, t'as assez d'éléments pour répondre aussi bien enfin, voilà, à ceux qui se la jouent mystique, qu'à ceux qui se la jouent on va l'éclater de la spirale noire, qu'à ceux qui ont envie de construire des embrouilles avec Pintex, donc c'était très bien. Loa, Loa. Superbe petite campagne Nephilim, seconde édition. Ta, ta, ta. Avec la lune noire, c'est une des campagnes où vraiment la lune noire elle est mise en avant. Et en plus, c'est pas la lune noire seulement comme c'est le gros méchant antagoniste. Je vais pas spécialement vous spoiler du tout parce que sinon je vais en avoir pour 15 jours et puis je vais me répandre. Mais voilà, la lune noire c'est quelque chose qui fait très peur à vos nefs, c'est fait pour, le livre de base est fait pour te donner peur de la lune noire. Et on apprend une des vérités sur la lune noire en conclusion de cette campagne qui est assez jolie. Allez, cassez-vous les joueurs, je vais spoiler dans tous les sens. Si un jour vous avez envie de jouer Loa, vous filez, fin de vidéo pour vous. Hein, faut que je lâche le pourquoi du comment, c'est super intéressant comme campagne, donc du coup je vais être obligé de parler des vrais trucs pour les MJ potentiels à nef qui ont envie de faire jouer le A, donc bon. Allez, au revoir les joueurs, on vous laisse encore 5 secondes, le temps de rallumer ma clope et hop, au revoir les joueurs. Là-bas, ils ont le temps de cliquer. L'OA c'est très intéressant parce qu'en fait c'est une histoire d'amour entre voilà, un qui est devenu du célèbre, entre le Baron Samedi et ce qui était avant Baron Samedi et une autre nef. Et c'est la première campagne où on se rend compte en fait que l'amour, elle fait de ne pas avoir peur de la lune noire, peut être justement un outil d'acceptation de la lune noire, peut limiter la contamination, qu'effectivement la lune noire, c'est pas seulement attention, elle est cancérigène, c'est que la peur de la lune noire augmente l'influence néfaste de la lune noire, et que si elle est déséquilibrée, c'est en partie aussi à cause non pas d'elle-même, mais de la peur qu'on lui balance dans la gueule. Sujet quand même intéressant. Un autre point sur l'OA qui est devenu beaucoup plus mode tendance, maintenant on en parle genre, entre les woke et puis putain, je vais dire les traditionalistes, mais voilà, les réacs. Mais c'était très sympa, moi j'avais bien aimé, enfin à l'époque, il y a bon, forcément Sélénime et puis Néphilim, tout ça c'est asexué, mais à un moment, en fait, ça s'incarne dans du corps humain, et puis voilà, t'as des histoires de masculinité qui sont bien traitées, j'avais trouvé ça très sympa. Voilà, sans du tout en faire trop, enfin voilà, c'était bien, c'était équilibré, c'était nickel. Et en quoi ça peut être super bien par rapport à Nef5, c'est que bon, alors, on a déjà eu les deux premières saisons. D'après les chroniques de la peau, la lune noire, c'est quand même l'apocalypse se doit d'être sous le symbole de la lune noire, révélation d'Akhenaton, tout ça. Et on n'a pas encore eu énorme de lune noire dans la 5e édition. On a le gros mystère du que sont-ils devenus, les Archaïm. Du coup, par rapport au mystère des Archaïm, t'as aussi la place ô combien ambiguë justement du Serpentaire, du signe de lune noire. Donc hop, si tu traites quelque chose sur l'OA, tu peux raccrocher par rapport au Serpentaire. Et puis surtout, peut-être commencer par là. En fait, à la fin de l'EA, vous assistez, si vous n'avez pas merdé et que vous avez bien réussi voilà, à la campagne, à la naissance d'un Agarthien. Mais véritablement même d'un nouvel être. Va avoir des histoires de fusion, une partie de lune noire qui va devenir Baron Samedi de manière détachée. C'est un peu le gros bordel, mais ça va vous laisser à la fin tout simplement avec deux nouveaux PNJ excessivement importants pour le monde de Nef, le nouvel Agarthien, et puis le Baron Samedi résiduel. Et ce qui fait que ça, vous pouvez complètement le faire jouer avec la 5e édition en mode au début de votre histoire, l'Agarthien que vos joueurs ont réussi à éveiller réapparaît. Eux, ils s'en souvenaient pas parce que généralement les Agarthiens, ça couvre un peu leurs traces. Hein. Boum, FM Nemos, il joue cette campagne. Et boum, vous pouvez jouer sur une campagne écrite par vous sur maintenant. Mais avec du coup tous les enjeux contemporains de Nef. Et en quoi ça va devenir très, du coup, j'étais parti là-dedans, hein, les enjeux 5e édition, du coup, vous pouvez lier ça à du Serpentaire. Vous pouvez lier ça aussi tout à fait au Synarque, parce que la Lune Noire, c'est vraiment l'ennemi de la Synarchie. Hein, bien,
bien plus que tous les autres acteurs occultes, hein. La Synarchie a un petit problème, la Lune Noire, parce qu'on ne peut pas la prédire dans l'équation, donc c'est un petit peu la bête noire de la pierre angulaire. On peut tout à fait relier ça aussi, bah forcément, donc la Synarchie. On peut relier ça au Rose-Croix, rapport à Leth, hein. Leth, qu'est-il devenu des petits problèmes de ténébreuse, tout ça, donc la lune noire est extrêmement importante par rapport à la mythologie et à la fondation des Rose-Croix et puis du combat et de l'avènement de Ram. Donc, je voudrais dire un Agarthien un petit peu beaucoup lié à la lune noire, ça peut être très intéressant pour venir voilà, raccrocher là-dessus. On peut bien sûr, par rapport au 666, tellement eux, dans la lune noire, ils s'y baignent, et puis du coup, ben, on fait réintervenir Mu. Donc pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant en fonction de ce que vous aimez grappiller par rapport à Nef, et puis ce que vous avez envie d'écrire, ou bah ouais, ce que vous avez aussi envie comment dire, 1, 2, 3, prends parler, d'exploiter dans le magnifique livre du pèlerinage. Enfin, ce qui vous intéresse dans les régions. Enfin, il y a vraiment moyen de bricoler avec la thématique de la Lune Noire. Il y a eu plein de portes ouvertes encore laissées par la 5e où on peut inventer des choses par rapport à la Lune Noire. Et puis voilà, est-ce qu'aussi on peut faire ça pour relier aux thèmes qui sont très présents maintenant dans la 5e, Arcadia, contamination, enfin, il y a vraiment des tas de, je trouve, de portes ouvertes qui sont encore laissées grande ouverte et puis béante et puis qui incite à créer. Et je trouve que le A, ça peut être intéressant parce que du coup, en plus, ça va vous envoyer un groupe de nef avec. On est encore dans le A, un Agarthien vous demande un service. Hein. Je veux dire, après, le lion vert vous utilise, après, on a sauvé les fesses à Atalante. Bon. Mais quelque part, c'est aussi une édition où les Agarthiens sont un peu plus sur le devant de la scène. Et puis là, on serait sur un Agarthien qui viendrait demander aide tout simplement à ceux qui ont été les nefs les plus aidants pour lui et qui ont permis son illumination et sa naissance. Donc ça peut être, enfin voilà, il a des bonnes raisons de venir vers vos nefs à vous, à partir du moment où vos nefs à vous, c'est ceux qui ont joué le A, tout simplement. S'ils ne demandent pas à des Agarthiens, la logique c'est qu'ils demandent à vos joueurs. Donc en plus, ça fait pas du genre, pourquoi eux, ils sont vachement liés à lui. C'est juste que, hop, comme souvent chez les Agarthiens, il a un petit peu effacé ses traces, quitte à dire, en fait, c'est une figure qui était un petit peu sur leur base, qu'à les surveiller, machin, vouloir les aider. Mais là, du coup, c'est lui qui a besoin d'aide. Et puis voilà, puis du coup, on rattaque, en fait, la question de la lune noire, mais pas sur le oulala, la lune noire ça fait peur, oulala, la lune noire c'est l'ennemi, oulala, la lune noire elle est ambiguë et il faut réussir à en faire quelque chose parce que si t'en fais rien, ça va devenir vraiment effectivement un ennemi et une grosse source de corruption et quelque chose qui prépare un peu trop le terrain pour le Richalk. Et puis voilà, je suis parti dans tous les sens, mais Eloa, c'est vraiment un très bon scénar, des très bonnes campagnes pour Nef, et surtout pour l'époque où la Lune Noire, on avait quelque chose vraiment de malsain et de sombre. C'était après en fait la campagne de Sélénime qui a été justement réécrite dans la saison 1. Mais du coup, voilà, c'était un autre visage de la Lune Noire qui avait été annoncé. Il y a un peu ça dans les Atlantides, mais les Atlantides, le PNJ principal est vraiment trop insupportable, que j'ai jamais réussi à le faire jouer sans que des joueurs le taisent. Donc, je m'égare, je divague, je vous laisse là. C'était pour un petit retour de joie et de partageage de bonheur sur la vieille trilogie de Freeport qui était bien équilibrée. C'était sympa, des petits scénars comme ça à l'époque. Le livre du verre qui a vraiment bien vieilli et qui nous montre que Garou, ça peut être autre chose que voilà, une bande de Garou qui sont complètement bourrins et qui a une cosmogonie vraiment intéressante. Et il y a de belles choses à raconter avec Garou. Surtout, je veux dire, les problématiques écologiques du 21e siècle. Et puis Loa, Loa qui était une campagne bien fine et bien intéressante à l'époque, avec les Loa, quoi. Enfin, il y avait des cousins, il y avait des choses très bien, et puis surtout qui peut avoir des résonances par rapport à la 5e édition sur des chemins que la 5e édition n'a pas encore emprunté. Donc je sais pas si la saison 3, ça sera sous le signe de la lune noire ou sous le signe des Archaïmes, mais ou un retour des arcades mineurs, ou un retour des 666. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve qu'il y a moyen d'en faire des choses. Donc si vous l'avez jamais lu et que vous aimez Nef, Loa, il fait partie des vieilles campagnes incontournables. Voilà, de toute façon, dans les vieilles campagnes incontournables, les chroniques de la peau,
l'OA, le souffle du dragon, certains vous diront l'assemblée du seuil, et puis voilà. Mais perso, ouais, si je dois en garder que 3, de toute façon, ouais, ça sera les chroniques de la peau, l'OA et le souffle du dragon. Bon ouais, j'arrête de m'étendre, salut les gens, jouez bien. Voilà, c'était une vidéo complètement à l'arrache à la nimpe.